Donc, bonjour à tous et merci d'être présents pour cette présentation qui est en lien avec un sujet qui est plutôt complexe, méconnu dans l'industrie de la construction elle-même et dans le monde de la santé et sécurité au travail, soit les relations tripartites en gestion de la maîtrise d'œuvre. Donc, qu'est-ce qu'une relation tripartite? C'est une relation qui est tout simplement divisée en trois parties qui seront amenées à collaborer pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs des chantiers de la construction. Donc, c'est ce qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Donc, c'est un rôle qui est méconnu. On ne savait peut-être pas que ça existait, un mandataire en maîtrise d'œuvre. Donc, on va regarder ensemble ce que ça comporte. Donc, aujourd'hui, on va regarder les différentes définitions, on va regarder les obligations légales et la portée de la loi modernisant le régime de la santé et sécurité au travail sur le rôle du mandataire. Donc, pour débuter, il est important de comprendre que l'inclusion dans la loi de mesures de prévention pour les chantiers de construction, c'est une volonté claire du législateur de traiter les chantiers comme étant des caractéristiques propres et différentes des établissements. On a plusieurs employeurs en même temps, plusieurs unions, donc syndicats présents en même temps. On a différents rôles d'intervenants, on a des séquences de travaux différentes, des échéanciers, on part, on revient. Donc, ça prend quelqu'un pour gérer l'intégralité de la prévention sur un chantier et on appelle cette personne le maître d'œuvre. Donc, le maître d'œuvre, dans une relation tripartie, une fois qu'on a entériné sa dénomination étant le donneur d'ouvrage devenu maître d'œuvre. Habituellement, on est habitué de voir quoi sur un chantier? Un entrepreneur en construction avec son donneur d'ouvrage. Puis, ça se passe comme ça. L'exécution des travaux en lien avec des chantiers de 12 millions et plus ou 100 travailleurs implique souvent des relations tripartites qu'on appelle. C'est-à-dire qu'au niveau de l'exécution de travaux, tout ce qui est en lien avec la santé et sécurité sera géré en différentes parties, avec différents intervenants. Donc, en premier lieu, on a le donneur d'ouvrage, qui est le maître d'œuvre. C'est-à-dire, c'est celui qui a besoin de la prestation de construction, il a besoin de faire un chantier, tout ça. Il va coordonner les mesures à prendre en vue de protéger la santé et la sécurité des travailleurs. On a une deuxième partie qui existe, qui est le représentant du maître d'œuvre. Le représentant du maître d'œuvre va gérer, au nom du maître d'œuvre, tous les aspects reliés à la santé et la sécurité des travaux. Il prend toutes les mesures nécessaires comme s'il était lui-même le maître d'œuvre pour s'acquitter des tâches en lien avec l'application des règlements prévus dans l'industrie. Notre troisième partie, ce sont les autres intervenants, que ce soit les représentants en surveillance, les entrepreneurs, bien sûr, spécialisés, entrepreneurs généraux, ainsi que les travailleurs. Donc, on a notre relation tripartite qui est établie ici. Donc, qui est le mandataire? Sachant que le mandataire agit comme étant lui-même le maître d'œuvre, pourquoi ce n'est pas le maître d'œuvre qui agit comme tel? Pourquoi ce n'est pas lui qui prend cette responsabilité-là? En fait, c'est la raison d'être d'un mandataire en maîtrise d'œuvre. C'est qu'il est capable de venir appliquer les concepts plutôt nombreux sur les chantiers de construction à la place du maître d'œuvre, qui, lui, souvent, n'est pas l'exécutant de travaux. Donc, il va surtout être présent sur les chantiers d'envergure ou majeurs, en exécution complexe avec des chantiers de 12 millions et plus. Il y a plusieurs entrepreneurs présents, proximité, coactivité, échéancier de travaux, plusieurs contrats. C'est tout dans la même poutine. Le donneur d'ouvrage va être le maître d'œuvre. Un donneur d'ouvrage qui n'exécute pas les travaux, c'est-à-dire qu'il n'utilisera pas une licence en ce sens de construction, souvent va avoir besoin d'une expertise en maîtrise d'œuvre, vu les grandes responsabilités que ça l'engendre. Bien sûr, au niveau du secteur public, on va voir beaucoup de services professionnels qui vont être nécessaires. Donc,
le représentant du maître d'œuvre va gérer la santé et sécurité au travail au nom du maître d'œuvre pour tous les intervenants. Donc, c'est important de comprendre que ce n'est pas limitatif aux travailleurs. Tout intervenant sur le chantier est sous la gouverne du maître d'œuvre et de son mandataire. Donc, on fait quoi? On fait l'application des lois en ce sens, tout simplement, que ce soit le code, la loi, le règlement, la loi modernisant, j'en passe, mais surtout, il va faire l'application du programme de prévention cadre prévu sur le chantier, qui devient sa Bible. Donc, il est important de comprendre que un donneur d'ouvrage peut déléguer, en fait, ou transférer à une entreprise toute obligation lui incombant à titre de maître d'œuvre, mais il ne transférera pas sa responsabilité. Donc, qu'est-ce que c'est la diligence raisonnable, en fait, ce qu'on vient gérer pour le maître d'œuvre? C'est de prendre toutes les précautions raisonnables pour prévenir les accidents et protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Donc, on ne transfère pas nos responsabilités, on les garde, mais elles seront partagées. On ajoute un intervenant qui prend, dans le fond, les décisions puisqu'il est l'expert en ce sens pour l'application des mesures en place pour les chantiers de construction. Donc, toujours dans un contexte de maître d'œuvre qui est non exécutant de travaux, on va avoir un entrepreneur général qui va être sous la responsabilité du maître d'œuvre. L'agent de sécurité sur les chantiers de construction, maintenant appelé coordonnateur en santé et sécurité au travail, est un cadre sous la gouverne du maître d'œuvre. Habituellement, l'entrepreneur, étant lui-même maître d'œuvre, va assumer ce côté-là. Dans un contexte où on est en tripartie et qu'il y a un mandataire, le cadre sous l'autorité du maître d'œuvre, qui est l'agent de sécurité ou le coordonnateur maintenant, doit relever du maître d'œuvre. Ce qui veut dire qu'il deviendra le plus haut gradé en termes d'exécution de travaux sur le chantier et surtout dans l'application du programme de prévention cadre. De là l'importance d'avoir les définitions des responsabilités des intervenants prévues au programme de prévention cadre d'une façon bien établie. Il faut que les responsabilités, les définitions, ainsi que toute tâche en ce sens qui leur est mandatée doivent être vraiment inscrites au programme puisque ce sera ça qui dictera la structure du chantier. Donc, qu'implique la gestion de la maîtrise d'œuvre pour le maître d'œuvre et par conséquent pour son mandataire? Il aura de prime abord les mêmes obligations que tous les employeurs qui sont présents sur le chantier. Donc, il devient un peu l'employeur global de tous les intervenants sur le chantier, qu'ils soient en contrat direct ou indirect, ça ne change pas grand-chose. Vous êtes sur le chantier du maître d'œuvre, c'est ces règles qui s'appliquent. Donc, il doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs de la construction, évidemment, tel que prévu à l'article 196. Mais il doit surtout faire, le maître d'œuvre et son mandataire, la gestion et l'interprétation des lois dans les opérations. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est gérer la diligence raisonnable, organiser la prévention, veiller aux obligations contractuelles des intervenants, assurer l'application du programme de prévention cadre, identifier, corriger, contrôler les risques, surtout la dernière partie, le contrôle, puisqu'il est la vigie suprême, entre guillemets. Il doit assurer la coordination des travaux. Il doit aussi, advenant des changements législatifs, les appliquer de façon proactive. Donc, il faut donc avoir une présence constante à cet effet-là pour pouvoir appliquer l'accompagnement nécessaire à la gestion de la santé et sécurité sur le chantier. Donc, important, le mandataire doit être présent en amont de l'ouverture du chantier jusqu'à sa mobilisation. Il doit surtout être présent en chantier et il doit être présent jusqu'à la fermeture. De plus en plus, on va faire appel aux mandataires en maîtrise d'œuvre et aux services professionnels à l'étape de conception. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'objectif visé de la loi, c'est l'élimination du risque à la source. Quoi de mieux que d'inclure les bonnes personnes à la conception
pour éviter des situations qui pourraient créer des enjeux de santé et sécurité sur le chantier. Exemple, à la conception, si on peut éviter de créer un espace clos, pourquoi pas? On n'aura pas à le traiter par la suite sur le chantier. Donc, quelques petits saviez-vous de ce métier pas très connu. Donc, c'est l'appel d'offres public qui dit que le nombre d'heures requises pour la gestion de la santé et sécurité sur un chantier. Donc, d'avance, il y aura dans l'appel d'offres les qualifications requises et le nombre d'heures est requis déjà à l'appel d'offres. Les déplacements font partie intégrante d'une équipe en gestion de la santé et sécurité au travail, puisqu'on suit les opérations chantier en temps réel. Donc, on est vraiment sur le chantier avec les intervenants. Et la gestion des impondérables, bien sûr, occupe 80% de notre horaire. Ça évolue vite, ça change vite. Il y a beaucoup de choses qui se passent, des hauts risques qui peuvent arriver, des risques imprévus. Donc, on doit vraiment être toujours disponible. Donc, bien sûr, il y aura des enjeux certains pour le mandataire. Je vous dirais que le plus grand enjeu pour le mandataire en maîtrise d'œuvre, c'est la méconnaissance des obligations de l'application d'une loi d'ordre public. Donc, qu'est-ce que c'est l'application d'une loi d'ordre public? Bien, elle est exécutoire. L'objectif de la loi est clair. On doit éliminer le risque à la source. Elle est d'ordre préventif. Donc, on peut convenir de conditions plus avantageuses, mais on ne peut pas aller en bas de ce qui est établi par règlement. Donc, il faut vraiment voir l'objectif visé de la loi et le mandataire en maîtrise d'œuvre comme étant un retour sur investissement. Lui, il va faire plus ou moins de cas avec les enjeux d'ordre budgétaire, d'échéancier. Il doit prévenir les risques physiques et psychiques pour les travailleurs. Donc, il y a une éducation à faire au niveau du retour sur investissement du score SST. C'est sûr que sur le coup, penser à un arrêt de travaux parce que quelqu'un n'est pas attaché, c'est certain que si les certifications, par exemple, des harnais n'étaient pas conformes et qu'on demande une certification, il n'y a pas grand travaux qui va se passer là tant que ça ne sera pas fait. Donc, les enjeux et les décisions ont des impacts. Peu importe les fonctions sur le chantier, il est important de comprendre que c'est l'agent de sécurité qui demeurera le plus haut gradé et qui aura toujours le pouvoir absolu en lien avec sa fonction sur le chantier. Donc, il est vraiment le gardien de la diligence raisonnable. Okay? Donc, il doit pouvoir même s'opposer à la volonté même du maître d'œuvre. Donc, oui, il est un cadre sous sa gouverne, mais il y a un critère d'indépendance qui demeure. On a bien sûr plusieurs lois et règlements qui sont complémentaires dans l'industrie avec lesquels on doit composer, que ce soit la loi R20, que ce soit les différents ordres professionnels également. Ça peut entrer parfois en conflit avec la compréhension des droits des employeurs, c'est-à-dire leurs droits de gestion, leurs droits de direction. Parce que chaque entrepreneur a une direction, mais il entre dans une entité plus grande que lui qui a un droit absolu. Son mandataire également. Donc, on a une espèce de reddition de comptes directe et indirecte qui se produit. Ça prend du doigté souvent pour pouvoir négocier. Donc, les rapports de force sont possibles. Vous le savez, vous pouvez le présumer selon les différentes caractéristiques des gens sur les chantiers de construction. Donc, grosseur de compagnie, des gens qui sont habitués d'être maîtres d'œuvre doivent se soumettre à l'autorité d'un mandataire. Donc, ce n'est pas toujours évident pour les différents intervenants. Le mandataire doit prendre en considération aussi l'historique SST pour ce qu'il devra administrer comme règles et directives sur le chantier. Donc, on arrive parfois à des prises de décision qui sont difficiles à justifier sans connaissance en la matière, souvent chez l'autre partie, donc que ce soit le client, tout autre intervenant sur le chantier qui demande des justifications. Parfois, ça devient difficile. On va rentrer dans un marasme d'explications législatives puisqu'on interprète les lois et leur application selon ce qui est inscrit et les jurisprudences. Bien, c'est sûr que c'est facile d'aller dans le désengagement avec les différentes personnes. Parce que ce désengagement-là, quand on noie quelqu'un d'information, bien, il se ferme,
On a compris avec la dernière conférence au niveau de la communication, donc ça nous arrive. Bien sûr, il y a une grande explication au niveau de la C-21, donc, qui est la responsabilité qui devient étendue à toute personne en supervision au niveau de la loi fédérale. Donc, de venir expliquer ce concept-là aux différentes tranches de supervision d'un chantier de construction devient très lourd, très ardu, de faire intégrer les concepts à tous les intervenants. Parfois, ça peut prendre du temps. Un des grands enjeux aussi qu'on vit en maîtrise d'œuvre, c'est qu'on est peu connu, on a notre importance, mais souvent, on va avoir une incompréhension entre la qualité de travaux et l'exécution de travaux. La qualité des travaux, c'est les surveillants. C'est la surveillance qui l'assume. La surveillance, elle est dans le côté qualité. Qualité de l'ouvrage, qualité de la compaction, la qualité. Nous, on est dans comment tu exécutes la tâche en lien avec ta qualité. Donc, c'est un concept qui est plus subtil, c'est un concept qui mène plus large. Comment démystifier les deux fonctions? On a un donneur d'ouvrage, on a deux canaux, maîtrise d'œuvre, surveillance. Donc, ils sont dans un silo, chacun dans un silo, mais ils doivent être interreliés, ils doivent travailler ensemble pour arriver aux entrepreneurs, pour atteindre les travailleurs. Comme vous pouvez voir dans les flèches, la surveillance revient à la maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'œuvre ne donne pas de compte à personne, sauf aux donneurs d'ouvrage, bien sûr, mais puisque leurs responsabilités sont engagées les deux, il faut qu'ils s'entendent. Mais pour tous les autres intervenants, la maîtrise d'œuvre a comme un droit de veto. Parce qu'il faut voir la maîtrise d'œuvre comme étant le chef d'orchestre du chantier. Il ne joue pas de musique, il ne joue pas d'instrument, mais il sait comment accorder tout le monde et il harmonise les pratiques. Versus la surveillance qui va aller vers la qualité des travaux. S'assurer que les ouvrages qui sont livrés sont conformes aux normes en vigueur. Donc, certains enjeux arrivent. Donc, on a absence de lien d'emploi et de contrat direct. On a une application intégrale des règles à faire pour tous. Ça devient difficile quand on n'a pas de lien contractuel puis qu'on a seulement la loi de notre côté comme seul argument. Hein? Donc, c'est un enjeu qu'on peut vivre. La santé-sécurité repose sur des indices et se reporte à des concepts plus ou moins concrets, je vous dirais, pour le secteur, contrairement aux gens en surveillance. On est habitué de voir des surveillants sur les chantiers. Tout le monde connaît un peu leur rôle. Le représentant du maître d'œuvre s'applique à des moments précis, souvent dans des contrats de grande envergure. Donc, on est moins un peu à l'aise avec le rôle. On le connaît moins. On a facilement une perception de mauvais service versus les responsabilités engagées. C'est difficile de dire à notre donneur d'ouvrage ou à notre client que ce qu'il fait ne fonctionnera pas et qu'on ne peut pas l'appliquer dans les faits parce que ce n'est pas légal. Parce que lui, il pense à ses échéanciers, à ses budgets. Il y a un paquet de choses, de données qui sont tout à fait valables qui rentrent en ligne de compte. De là, l'importance d'avoir un tiers qui peut prendre du recul. Parce que ce qui doit être priorisé, qu'est-ce que c'est? C'est l'élimination du risque à la source d'une loi exécutoire. Donc, un autre enjeu qu'on peut voir aussi beaucoup, c'est tenter de réclamer des frais qui sont en lien avec les requêtes SST. On sait que certains entrepreneurs peuvent effectuer des réclamations, puisqu'il peut y avoir des retenues à administrer selon ce qu'ils ont fait ou pas dans les échéanciers, choses comme ça. Bien, la SST fonctionne de la même façon à certains égards au niveau public. Puis il y en a qui ont implanté des tables de pénalité, par exemple, ou un peu comme la CNESST fait. Donc, de venir réclamer des frais en lien avec la santé et la sécurité au travail, c'est un peu contraire à l'objectif de la loi. Hein? Tu devrais exécuter ce qu'on te demande. Si le maître d'œuvre te dit que tu vas rehausser ta prévention ou ta mesure corrective, tu dois le faire. Mais si ça engendre, exemple, de défaire un paquet de garde-corps pour les rendre conformes, l'entrepreneur, lui, doit reprendre le travail au niveau, en bon français, du labor, et il doit surtout le matériel. Ce n'est pas vraiment possible de réclamer à cet effet-là. Et le dernier enjeu qu'on a, c'est l'obligation d'assujettir la surveillance à la maîtrise d'œuvre.
Bien sûr, le surveillant est un rôle très important, mais il pourrait désobéir en SST. Exemple, passer une ligne rouge, un ruban rouge ou un périmètre pour aller effectuer son intervention de vérification, de surveillance. Malheureusement, il doit s'assujettir à la maîtrise d'œuvre. Si la maîtrise d'œuvre dit non, c'est dangereux pour toi d'aller là, il doit se soumettre, c'est le mot, malheureusement, aux indications et aux directives du représentant du maître d'œuvre. Donc, souvent, on arrive à une absence de hiérarchie propre à la nature des activités sur un chantier de construction. Donc, il faut voir les mandats de maîtrise d'œuvre comme étant distincts. Ils ont leur fondement sur la gestion de la prévention, autant chez les intervenants que dans les opérations, toujours avec l'objectif visé de la loi, qui est l'élimination du risque à la source. Il faut donc penser aux besoins pour les ressources en gestion de santé et sécurité selon la nature des activités présentes sur le chantier. Donc, c'est un petit peu difficile lorsqu'on a signé un appel d'offres précédent d'anticiper les besoins selon l'évolution du chantier. Donc, il faut composer, il faut être presque un devin pour savoir, ça prend beaucoup d'expérience pour savoir où est-ce qu'on s'en va. On doit faire preuve de disponibilité, flexibilité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour réagir aux demandes et aux urgences. On suit un chantier de construction, donc il faut être disponible en tout temps. Donc, il faut penser aux besoins SST d'un chantier d'une façon évolutive. Donc, comment on peut faire évoluer les besoins lors de contrats à long terme? Loi modernisant le régime de santé et sécurité au travail, il y a bien sûr des changements spécifiques au chantier. Il est important de comprendre que le programme de prévention va constituer l'outil privilégié de la CNESST pour assurer la prise en charge des milieux de travail, on le sait. Il y a une volonté de renforcer les mécanismes. Il y a des nouveaux acteurs qui s'ajoutent, dont le représentant en santé et sécurité au travail qui n'existait pas sur les chantiers de construction, qui est maintenant intégré. On a renforcé le mécanisme des comités de chantier en venant encadrer le décorum, en venant indiquer les obligations, en venant indiquer le processus de nomination des différents acteurs, ce qui n'était pas inclus nécessairement dans l'ancien règlement. Mais il y a une volonté claire d'une prise en charge parce qu'on manque d'acteurs en SST, dans le domaine, vous le savez. Donc, la volonté d'une prise en charge dans les chantiers de construction par les entrepreneurs ou eux-mêmes, sachant que ça évolue vite, à voir si ça sera applicable. Donc, est-ce qu'on peut faire un traitement équitable si on suit le caractère évolutif de la pensée du législateur? Est-ce que c'est possible en appel d'offres? C'est un document qui est déposé. Donc, ça devient difficile d'effectuer des changements à l'intérieur d'un document qui a été déposé. Donc, quand ils ont ajouté les risques psychiques ou quand on doit faire un changement, un protocole incluant un changement de procédé pour éliminer le risque à la source, qui sera plus coûteux, est-ce qu'on pourra le faire? Est-ce que ça sera possible de le faire alors que les documents étaient déposés? Il y a aussi tout le contexte de l'attribution de mandats par tronçon, par lot. Pensons aux grandes autoroutes, aux grands projets routiers, où il y aura l'appréciation des risques sur l'intégralité du chantier. Donc, il y a plusieurs entrepreneurs, puis effectivement, si on regarde l'appréciation d'une expérience SST, certains vont payer pour d'autres, parce que lui, il est en charge de ses travaux, mais il appartient à une entité plus grande qui va gérer l'entièreté d'un chantier. S'il y a un risque imprévu ou un accident est survenu à un endroit X sur un chantier, les mesures doivent s'appliquer sur l'intégralité des ressources. On vient changer les règles du programme de prévention, ce qui veut dire qu'il doit être appliqué sur tous les intervenants d'une façon unilatérale. Tout le monde doit l'appliquer. On voit aussi son historique engagé. Le maître d'œuvre, lui, son historique est engagé pas juste par son chantier présent, mais sur l'ensemble de ses chantiers. Donc, un gros donneur d'ouvrage dans l'industrie de la construction voit un effet domino au niveau de son historique SST, de ses visites. Les mesures correctives qu'il applique suivant un accident vont le suivre dans ses prochains mandats.
Donc, c'est important dans ces prochains projets, pardonnez-moi. Donc, il est évident que l'effet domino va s'appliquer. Il faut être proactif à cet effet-là. Donc, si on reprend, on peut donc se heurter facilement à la notion de contrat d'entreprise. Il ne faut pas oublier que l'entrepreneur est libre des moyens à utiliser pour la réalisation d'un projet et par le fait même, il soumissionne selon la méthode de réalisation qu'il aura planifiée. Donc, maintenant, de venir imposer certaines règles ou certaines façons de faire dans un protocole, est-ce que ça ne vient pas se heurter à cette notion-là? C'est à suivre. Bien sûr, il y a des pénalités qui peuvent être imposées par sanctions administratives, contractuelles, inclus dans différents mandats. Donc, on parle de retenue. Donc, il y a l'administration de la facturation qui est faite à l'entrepreneur par le surveillant. Souvent, il va y avoir des réclamations, il va y avoir des négociations sur les réclamations, pas en SST. Le surveillant va devenir la courroie de transmission. De là, l'importance de la relation tripartite. Le surveillant est indéniablement lié à la gestion de la maîtrise d'œuvre. Facile de regarder, de pointer l'ingérence, puisque le concept, si on revient à notre concept de surveillant, est beaucoup plus clair que le concept de maîtrise d'œuvre au niveau de la négociation. La SST et l'argent, ça ne fait pas bon ménage souvent, on le sait, sauf lorsqu'on doit être vraiment en mesure contraignante, de venir contraindre certains intervenants d'embarquer dans la vision. Ça peut dicter les limites de l'intolérable, mais clairement, ça ne peut pas être régulier. La SST doit se baser sur l'engagement. Les avantages et les bénéfices d'avoir un mandataire en maîtrise d'œuvre, quels sont-ils? Bien sûr, une analyse de risque complète et représentative, donc on doit évaluer la probabilité et la gravité des risques. On va venir prioriser les méthodes préventives, on va documenter par écrit la démarche de prévention ainsi que la consignation, on va organiser la prévention, bref, on fournit la diligence raisonnable. Priorisation, un niveau de risque doit être établi en fonction de paramètres définis, donc les risques ayant les conséquences plus graves, immédiates, les situations les plus dangereuses, les risques que l'employeur et les travailleurs jugent les plus importants, et la probabilité qu'un accident ou qu'un incident survienne et les conséquences possibles. Donc, pour arriver à réaliser cette étape-là efficacement, bien, il est impératif de libérer les ressources et les budgets nécessaires. Pas de multifonction, hein? Donc les gens qui ont plusieurs chapeaux, c'est peut-être pas l'idéal. Il est essentiel de faire preuve d'objectivité, faire participer les personnes activement et concernées. Il faut être inclusif, objectif, appliquer une analyse intégrée. Par la suite, il faut également faire affaire à des experts, tels que CIMA, puisque des situations nécessitent une analyse beaucoup plus détaillée. Donc, exemple, on a de la difficulté à identifier un risque et les mesures correctives à y apporter suivant un accident grave. Pour vraiment venir éliminer le risque à la source, il faut se baser sur une bonne expérience en chantier de construction. L'application de la hiérarchisation des moyens de prévention fait son apparition dans le secteur de la construction. Elle n'était pas présente et ou obligatoire, contrairement aux établissements et à l'industrie. Pour nous, c'est nouveau dans l'industrie de la construction. Ça s'adapte mal aux projets de construction, considérant les lieux de travail très changeants et dynamiques, on ne se le cachera pas. Donc, c'est un défi d'être capable de venir éliminer le risque à la source sur un chantier de construction sans heurter toujours la notion de contrat d'entreprise. On a besoin des experts pour anticiper les manquements en lien avec cette grande responsabilité qui est la diligence raisonnable pour l'ensemble des intervenants sur un chantier de construction. On a une impossibilité de générer des nouveaux acteurs SST. Hein, on le sait, il y a peu de cohortes, il y a une pénurie de main-d'œuvre qui est maintenant connue mondialement. Il y a un manque d'expérience aussi des ressources. Il y a des concepts législatifs qui sont complexes, sont nombreux. On jongle avec un paquet de règlements, tout entremêlés. Donc, on a une nécessité, lorsqu'on est dans des chantiers majeurs ou des gros chantiers, d'avoir une expertise en ce sens poussée.
faut pas oublier que la loi va redéfinir les responsabilités, hein. Il y a des ajouts de mesures d'imputabilité. Donc, on a une obligation, quelque part, de formation pour assurer un certain standard d'excellence chez les ressources en place. Donc, il y a une nécessité d'harmoniser, d'interpréter tous les différents règlements de façon intégrée. Donc, de voir 3 coups d'avance. L'industrie de la construction au Québec, on la connaît, hein, est en constante évolution, mais elle a une culture santé-sécurité qui peine à suivre. Ça s'adapte mal aux enjeux opérationnels, manque de connaissances des acteurs principaux, que ce soit le donneur d'ouvrage, le maître d'œuvre, les entrepreneurs. On a une nécessité d'éduquer et d'informer sur les responsabilités et les obligations prévues. Donc, c'est complexe de faire appliquer ces nouveaux concepts-là, surtout en chantier de construction, vu les enjeux dont on s'est parlé, que ce soit les échéanciers, les budgets, la disponibilité, les fournisseurs, le sous-traitant, les matériaux. Donc, il y a beaucoup de gestion de ressources. Il faut prendre le temps de prendre le temps, hein? Mais dans un contexte où ça va vite, c'est difficile de le faire. De là, l'importance d'avoir des gens dédiés à cette tâche-là. On a le manque d'expérience des travailleurs aussi qui rentre en ligne de compte, les ouvertures de bassins de main-d'œuvre, le manque de suivi en supervision, on manque aussi de bons gestionnaires. Donc, on demeure avec l'obligation de former et d'informer. Donc, il faut mettre en place des mécanismes pour établir un système de gestion de santé et sécurité qui vont répondre aux requêtes législatives en amont. Donc, il faut voir venir. Il y a une réelle économie de coûts, hein? On ne le voit pas toujours, on est une grosse dépense, mais il y a une réelle économie de coûts sur les pertes monétaires pour les clients. On fait des suivis rigoureux et continus dans l'atteinte des cibles SST, l'expérience, tout ça, on fait descendre ça, avec nos indices, probabilité, gravité, tout ça. On est capable de venir gérer en amont les lésions. Donc, on devient des gardiens de la diligence raisonnable et non pas la police de la SST. On voit ça souvent sur les chantiers. Hein? La police de la SST est là. Donc, on essaye de se dire qu'on est des gardiens plutôt de la diligence raisonnable parce qu'il y a une zone grise au niveau des nouveaux règlements, interprétation large de la réforme. Donc, il faut savoir anticiper, envisager les risques les plus graves. On est la police d'assurance. On va prévoir une période d'adaptation hein, dans l'industrie qui est complexe par sa législation propre et la nature de ses activités. Ça prend des experts pour la gestion de changement, cet effet-là, pour engager les gens. On veut diminuer le nombre de lésions et d'événements accidentels. Hein, c'est une cible que la CNESST a mis très claire. Mais comment on fait quand il y a un contexte où il y a plus d'opérations, augmentation potentielle de risque, moins d'expérience? Il faut être créatif, se baser sur une grande expérience. Ça prend du temps plein sans multifonction. Souvent, on va donner le chapeau SST sur un chantier au contremaître, au surintendant. Il n'y a pas le temps, ben. Donc, c'est important d'avoir la bonne personne au bon endroit. Il faut influencer en faisant preuve de quoi? Courage managérial, c'est quoi? C'est exercer son autorité sans faire preuve d'autoritarisme. Il faut encourager ceux que l'on dirige à prendre des initiatives positives en matière de SST. Il faut se conserver un droit de réserve aussi et un critère d'indépendance pour ne pas mélanger justement budget, échéancier, SST, tout ça, prioriser l'un plus que l'autre. C'est la SST qui doit être priorisée. Toujours plus facile avec un tiers. Et s'il y a une poursuite judiciaire, bien sûr, ce qu'on ne voudrait pas, on a un expert en service professionnel. J'appelle ça le passage de POC, comme on dit. Donc, on peut passer la POC au mandataire dans sa responsabilité engagée. Il est l'expert nommé. Donc, advenant poursuite, c'est la meilleure défense de diligence. Donc, on va terminer en regardant nos similitudes entre le public et le privé. Donc, au niveau des similitudes, on a un système de qualification d'appel d'offres. Toutefois, au public, ce sera le SAO. Au niveau du privé, ce sera le BSDQ. C'est une adhésion à une saine concurrence versus une obligation de passer par la plateforme. On a bien sûr dans les similitudes des budgets établis, fonds publics versus fonds privés toutefois, hein, donc ce n'est pas la même poche. On a une offre de service client des deux côtés, mais on a un mariage obligatoire versus possibilité de repeat business en privé. Donc, quand tu gagnes un appel d'offres, ton mariage est obligé pendant le nombre de temps de ton contrat. Il y a une possibilité d'extension de contrat, plus ou moins possible au public, beaucoup plus au privé.
gré à gré qui est possible. Il y a même une qualification qui va être requise parfois aussi au privé. Les bassins de main-d'œuvre sont en pénurie, autant pour le public que le privé. Toutefois, le privé aura de la difficulté à identifier ses besoins de ressources en SST, c'est ce qu'on remarque, versus le public qui aura de la difficulté à recruter les ressources. Et nos règles globales en matière de diligence sont applicables à tous. Toutefois, au privé, c'est beaucoup plus l'entrepreneur qui sera majoritairement décrété maître d'œuvre. Donc, en conclusion, on peut terminer sur ces quelques lignes. Tous les employeurs sont les employeurs des travailleurs et des intervenants. Toutes les responsabilités sont cumulatives et engagées. Le rôle du mandataire en est un d'influencer, d'éduquer, de former, de conseiller, de prévenir, de faciliter et de supporter. Inutile de vous dire que ça prend une bonne crédibilité. Il y a la gestion des lois dans les opérations chantier sans contrat avec les entrepreneurs ou les intervenants. On est en gestion indirecte. Ça prend une attitude rassembleuse, neutre. Nos principes de justice organisationnelle, procédurale doivent revenir. L'exécution, la qualité des travaux, distinctes mais interreliées. En 2023, on a du droit nouveau avec la loi modernisant. Il y a une absence de jurisprudence spécifique au chantier. Il y a comme un vide juridique. Donc, il y aura un climat certain d'incertitude. C'est la plus grosse réforme législative des 40 dernières années et ça vise une industrie qui progresse lentement. Et on a des ajouts de responsabilité. Ne pas oublier que dorénavant, la loi additionne les intervenants ainsi que leur imputabilité propre au niveau de la supervision et ça s'applique sur les chantiers. Je vous remercie.